Allô? Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, eh bien écoutez, pour les peut-être 3 derniers qui vont écouter cette vidéo, c'est la dernière. J'appellerai ça la vidéo de la conscience. Je solde le programme et faire quand même ce que j'avais annoncé. Un dernier petit rappel sur les intégrales et l'échantillonnage. Bon, ça ne servira pas à peut-être à 2 personnes éventuellement. Pour les intégrales par contre ça servira, c'est pour ça que je vais commencer par ça, comme je sais que vous n'écoutez pas plus que 3 minutes chaque vidéo. Je vais commencer par les intégrales, je fais un petit cours rapide sur l'échantillonnage, que vous sachiez un peu comment ça fonctionne, c'est utile en industrie et en économie. Et puis ensuite, eh bien voilà, ça sera l'heure de se dire au revoir, monsieur le professeur. GeoGebra 5, voici une fonction représentée par la courbe bleue. Et en rouge, l'intégrale de a à b de f de x dx, ici 13,39 unités d'air, comme vous pouvez le constater. Et si je bouge, et bien évidemment, voilà, l'unité d'air. En unité d'air, ça varie de 76 unités d'air. On peut faire apparaître les unités d'air si vous voulez. Voilà, hop, oh, une unité d'air. J'en ai 2,75 là-dessous, vous avez compris. Bon. Que se passe-t-il lorsque j'intègre une fonction qui n'est pas positive? Est-ce que ça existe? Puisque l'air sous la courbe, a priori, quand la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est facile à définir, mais si la courbe n'est plus au-dessus de l'axe des abscisses, comment cela se passe-t-il? Eh bien, nous allons regarder ça. Je vais tout simplement décaler la courbe vers le bas, de manière à ce qu'une partie de la courbe soit sous l'axe des abscisses, à savoir une partie de la courbe, voilà. Alors, manifestement, soit sous l'axe des abscisses, manifestement, je peux toujours calculer l'intégrale sous la courbe pour la fonction, quand la fonction est positive. Ici, on a 2,4 unités d'air là-dessous, vous l'avez compris. Mais que se passe-t-il si j'intègre sous l'axe des abscisses? Ah, oulala, qu'est-ce qu'il me met? Il me met une intégrale à valeur négative, une aire négative. Comme si une aire, qui est une mesure géométrique, pouvait être négative. Alors là, c'est bizarre. Comment on peut expliquer ça? Quel sens on peut donner à une aire négative? Eh bien, si je reprends la courbe précédente, au-dessus de l'axe des abscisses, et si vous vous souvenez, on va parler de valeur moyenne. Qu'est-ce que c'est la valeur moyenne? La valeur moyenne, c'est la valeur horizontale, telle que, en fait, si je prends une valeur horizontale ici, ça va être la valeur horizontale telle que l'air, en fait, au-dessus de cette valeur et l'air sous cette valeur, en fait, se complètent parfaitement. Ainsi, l'air rouge est parfaitement égal à l'air du rectangle qui va correspondre à cette valeur moyenne. Excusez-moi 2 secondes. Par conséquent, si je prends ici la valeur moyenne, 10,82 divisé par la largeur de l'intervalle, ça va me donner une valeur ici. C'est-à-dire que l'air au-dessus de cette valeur moyenne et l'air sous cette valeur moyenne sont parfaitement égales. Comme si elles se complétaient, ou comme si, entre guillemets, elles s'annulaient. Alors maintenant, si je me place avec une fonction négative sur une partie, regardez, je vais même avoir une situation où je vais me retrouver avec une intégrale égale à... Hop, si j'y arrive parce que c'est un peu galère. Voilà. Alors attendez, hop, je vais faire juste... Voilà, 0, merci, je touche plus à rien. Une intégrale nulle. Alors comment ça se fait qu'une intégrale peut être nulle alors qu'il y a bien une aire sous la courbe ici? Il y a bien une aire sous la courbe à gauche, bien une aire sous la courbe, entre la courbe et l'axe des abscisses, à droite. Eh bien, ça signifie en fait que la valeur moyenne sur l'intervalle AB est égale à 0. Comment une valeur moyenne peut être égale à 0? Tout simplement parce que certaines valeurs de la fonction des images sont positives et certaines valeurs sont négatives. Et si je fais la somme de toutes ces valeurs divisée par le nombre total de valeurs, si je fais une moyenne classique, eh bien, des valeurs positives plus des valeurs négatives, la somme peut très bien être égale à 0. C'est le même principe pour une valeur moyenne. En fait, la somme de toutes les valeurs de cette fonction plus la somme de toutes les valeurs de cette fonction, de manière infinie, souvenez-vous, infiniment près, comme si j'avais une infinité de petits rectangles, eh bien, cette somme peut tout à fait être égale à 0. Alors, ça signifie que si je veux prolonger la notion d'intégrale à tous les types de fonctions, il faut accepter que l'aire sous la courbe au-dessus de l'axe des abscisses soit positive, et que l'aire sous la courbe en dessous de l'axe des abscisses, qui je le rappelle modélise en quelque sorte la somme de toutes les valeurs de la fonction,
soit négative. Que la somme de toutes les valeurs des fonctions, comme si j'avais plein de petits traits comme ça qui faisaient une aire totale, soit positive pour des valeurs positives, on comprend. Mais si on s'attarde sur l'idée qu'une intégrale, c'est la somme de toutes les valeurs, une somme infinie de toutes les valeurs, il faut comprendre que cette intégrale, entre ce point-là et là, lorsque la courbe est sous l'axe des abscisses, que cette intégrale est négative. Ainsi, lorsque j'intègre une fonction entre a et b sur une partie où la fonction est négative, eh bien l'intégrale est négative pour a plus petit que b. Ça reste toujours la même chose, l'intégrale de a à b, c'est grand f de b moins grand f de a lorsque grand f est une primitive de la fonction petit f, n'importe quelle primitive, si bien que j'ai des intégrales qui peuvent être négatives, j'ai des intégrales qui peuvent être nulles, même lorsque la fonction n'est pas égale à 0. Donc faites bien attention, l'intégrale égale à 0 ne signifie pas que la fonction est égale à 0, ça signifie que l'aire au-dessus de l'axe des abscisses et sous la courbe est parfaitement égale à l'aire au-dessus de la courbe et sous l'axe des abscisses dans la partie négative. Ces deux morceaux d'air, au-dessus et en dessous, sont parfaitement égales. Voilà pour la notion d'intégrale négative, donc ne vous étonnez pas si vous faites un calcul d'intégrale dans le supérieur et que cette intégrale est négative, c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire que la fonction est négative, ça veut simplement dire que la partie au-dessus de la courbe est plus petite que la partie sous la courbe. Pardon, la partie au-dessus de l'axe des abscisses et la partie en dessous de l'axe des abscisses, coincée entre la courbe et l'axe des abscisses, se complètent de manière à ce que la somme soit négative. Dernier petit point que j'ai à vous montrer sur ces intégrales, c'est ceci. Je vais le rapprocher un peu pour faire un petit zoom. Voilà. Figurez-vous qu'on peut très bien intégrer de B à A, c'est-à-dire intégrer dans l'autre sens. L'ordre ici des bornes ne doit pas nécessairement être du plus petit au plus grand. Qu'est-ce qui se passe si j'intègre de B à A ? Eh bien, d'après le calcul, la propriété des intégrales, c'est grand f de A moins grand f de B. Je rappelle que c'est la borne supérieure moins la borne inférieure. Grand f de A moins grand f de B. Mais ce grand f de A moins grand f de B, c'est moins grand f de B moins grand f de A. C'est-à-dire, c'est moins l'intégrale de A à B. Ainsi, par exemple, si je me fais un petit zoom, si par exemple j'intègre de moins 1, j'intègre de moins 1 à 0, l'intégrale est égale à 1,91 unités d'air, mais je peux très bien intégrer de 0 à moins 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ma valeur A, je la mets à 0, et que B, je le mets à moins 1, et ainsi l'intégrale de A à B, c'est-à-dire de 0 à moins 1, dans l'autre sens, est égale à, on va trouver quand même la même valeur, merci, moins 1,92, c'est-à-dire l'opposé de l'intégrale de moins 1 à 0. Je peux intégrer de 0 à moins 1, ça me donne tout simplement une intégrale opposée à l'intégrale de moins 1 à 0. Ici, comme vous pouvez le constater, si je prends l'intégrale de 1 à 2, je dois pouvoir me faire du match là, voilà. L'intégrale de 1 à 2, elle est négative puisque la courbe est sous l'axe des abscisses, moins 2,08 unités d'air. Mais si je fais l'intégrale de 2 à 1, c'est-à-dire que je prends la borne supérieure est égale à 1 et la borne inférieure égale à 2, eh bien j'obtiens plus 2,08, c'est-à-dire l'opposé. Là ça devient compliqué, l'intégrale, l'aire est sous l'axe des abscisses, donc elle devrait être entre guillemets négative, mais comme j'intègre de 2 à 1 dans le sens opposé au sens croissant, eh bien ça donne une intégrale positive. Deux manières d'obtenir une intégrale de signe opposé, soit j'intègre une fonction qui est sous l'axe des abscisses, soit j'intègre la fonction mais dans le sens décroissant, de 2 à 1. À ce moment-là, 2 est en bas et 1 est en haut. On peut très bien avoir une intégrale avec la borne entre guillemets inférieure plus grande que la borne supérieure. Voilà, comme ça vous savez tout sur la notion d'intégrale, à peu près. Vous allez reprendre toutes ces propriétés-là de manière ultra rapide l'année prochaine dans le supérieur. Attention, essayez quand même d'être un peu actif dans vos révisions avant d'attaquer, principalement pour ceux qui vont aller en prépa économique. Oui, les professeurs vont faire un effort pour essayer de réviser certaines choses en fonction du confinement, mais ne rêvez quand même pas, ils vont pas refaire tout le programme de terminale. Déjà, tous les élèves n'auront pas forcément vu en confinement les mêmes chapitres. Donc ça reste une classe préparatoire, essayez quand même de vous préparer un maximum à l'arrivée en septembre. Vous rattaquez quelques révisions, vous prenez votre été tranquille, puis vous rattaquez quelques révisions à partir du 15-20 août. En mathématiques, ça me paraît être judicieux. Oui, c'est Maceo Parker en fond
de... voilà, enfin, un des génies du funk des années 70-80. Ok, 90. Et puis même encore aujourd'hui. Allez. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? La notion de fluctuation d'échantillonnage. On va essayer d'aller vite. Là, vous vous installez, vous n'avez rien à faire et vous regardez. J'ai ici simulé sur un tableau Excel les lancers de 10 dés à 6 faces équilibrées. Regardez les résultats. 2, 1, 5, 2, 5, 3, 2, etc. Sur le tableau de gauche, ici, le tableau de droite, pardon, un petit tableau qui compte le nombre de faces 1, 2, 3, 4, 5 et 6 qui sont apparus dans mes 10 lancers. J'ai 2 lancers égaux à 1, 3 lancers égaux à 2, etc., etc., etc. J'en ai 9, non, je vais en prendre 10, s'il vous plaît. Voilà, merci. Ici, j'ai calculé la fréquence d'apparition de l'événement, c'est-à-dire l'effectif de la face divisé par l'effectif total. Comprenez que 0,1, la face 1 apparaît avec une fréquence de 0,1, signifie que la face 1, que 10% des tirages sont égaux à 1. 40% des tirages sont égaux à 3. Voilà, grâce à une touche magique, je peux relancer encore une fois 10 dés. Hop, et vous observez en fait que les fréquences d'apparition de chaque face peuvent être complètement différentes. Ici, 30% de 5, 20% de 1 et 10% du reste. Je relance, ah tiens, 30% de 2, 0% de 1, 0% de 3, 30% de 5. Et en fait, si je renouvelle à chaque fois un lancer de 10, encore un lancer de 10, encore 10 lancers, encore 10 lancers, vous observez que les fréquences d'apparition de chaque face fluctuent énormément. Contrairement à ce qu'on pourrait croire qu'il y a une chance sur 6 d'obtenir chacune des faces, eh bien, une chance sur 6 c'est un sixième, c'est-à-dire 16,666%. Eh bien, je ne suis pas du tout à 16,666% de fréquence d'apparition pour chacune des faces sur 10 lancers. Ces fréquences fluctuent énormément. Alors, vous savez, certains comprennent où je veux en venir, enfin pour si jamais il y a quelqu'un qui m'écoute. Si maintenant j'augmente le nombre de lancers et j'en fais, tiens, allez hop, 166. Il va me faire un joli petit dessin et j'observe maintenant les fréquences d'apparition. Sur 166 lancés, on voit que les fréquences d'apparition sont quand même un peu plus proches de ce qu'on aurait pu espérer, c'est-à-dire 16,7% en moyenne. Je relance, j'enlève ça, je relance. Vous observez que les fluctuations continuent. On n'a jamais les mêmes fréquences d'un échantillon de 166 lancés à un autre. Par contre, ces fluctuations semblent beaucoup plus faibles. On ne varie pas de 0 à 30%, mais on semble varier entre 10 et 22% à peu près pour chaque fréquence de face. Bon, plus le nombre de lancers est important, moins les fluctuations semblent importantes. Alors, on va rigoler maintenant. On va aller tout simplement faire, non pas 166 lancers, mais on va y aller, on va faire 300. Alors, il faudrait que j'aille un petit peu plus loin. Voilà, vous pouvez aller prendre un thé, un café, une fraise tagada, le temps que ça continue de descendre. Voilà, alors on va prendre, je sais pas, je vais m'arrêter à 10 000 lancers peut-être. On verra bien. Je sais pas le mode accélération. 9, tac. Voilà, on va s'arrêter à 5992. Je me suis lancé. On revient, s'il vous plaît, hop, en haut de la page. Normalement, il me le fait, mais c'est pas grave. Alors, regardons un peu. Nous sommes à 5983 lancés. Regardons les fluctuations. Vous observez que ces fluctuations sont vraiment très faibles maintenant et qu'on est véritablement autour de 16,7%. Vous voyez ici toutes les fréquences. Ces fréquences fluctuent de moins en moins et elles fluctuent autour de cette fréquence théorique, cette proportion, probabilité théorique de 16,7%. Ok, qu'est-ce qu'on observe? Règle numéro 1, c'est un peu la loi faible des grands nombres, c'est même exactement ça. Plus je réalise une expérience aléatoire un très grand nombre de fois, moins la fréquence d'apparition de chacune des issues possibles fluctue, et cet intervalle dans lequel ça fluctue est de plus en plus petit et il se resserre autour d'une fréquence théorique que nous appelons la probabilité d'un événement, ou que nous appelons la proportion de la population. Voilà, alors, ça signifie que maintenant concrètement, on va pas du tout faire des maths, on va faire des maths appliquées, le truc qui ne servent strictement à rien, voilà. On appelle ça l'intervalle dans lequel les fréquences fluctuent, on appelle ça l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%.
Voici la propriété dans une population dont un critère apparaît avec une proportion théorique P. Par exemple, lancer de dés dans lequel la proportion de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 et de 6 est censée être d'un sixième, mais on peut aussi faire, par exemple, étudier la population dans laquelle la proportion de gauchers est de 10%, c'est à peu près, ou la population, ou la proportion de femmes, la proportion d'hommes, etc. On a une proportion théorique P d'une population globale. De cette population, je fais un échantillon de taille n. Dans l'exemple d'un lancer, je fais 500 lancers ou 1000 lancers. Dans un sondage, je fais un sondage sur 1000 personnes, et j'essaye de voir combien il y a de gauchers, ou j'essaye de savoir combien il y a de femmes ou d'hommes, ou combien il y a de personnes qui votent pour monsieur ou madame X. Et on note dans cet échantillon la fréquence f d'apparition de ce critère. Comprenez bien, f, c'est la fréquence d'apparition dans l'échantillon. Imaginons, il y a 10% de gauchers dans la population française. Bon, je fais un échantillon de 100 personnes. Vous êtes tous d'accord, s'il vous plaît, que il n'y a pas exactement 10% de 100, c'est-à-dire 10 gauchers dans mon échantillon de 100. Évidemment, ça fluctue d'un échantillon à l'autre. Sur un échantillon de 100 personnes, j'en aurai peut-être 9. Sur un échantillon de 100 personnes, j'en aurai peut-être 12. Sur un troisième, j'en aurai peut-être 15. Ça fluctue d'un échantillon à l'autre. C'est ce qu'on a observé tout à l'heure. Mais ces fluctuations vont être très faibles si je prends une taille d'échantillon très grande. Alors, quelles sont ces fluctuations? Alors, c'est là que ça devient imbuvable. Eh bien, en fait, si on a sous certaines conditions sur lesquelles je vais revenir, eh bien, 95% des échantillons de taille n vont avoir une fréquence dans un intervalle qui est donné par une formule imbuvable. P moins 1,96 racine de P facteur de 1 moins P sur N, P plus 1,96 racine de P moins 1 facteur de 1 moins P sur N. Voilà, ça, cette formule, elle me donne dans quel intervalle va fluctuer la fréquence d'échantillons du caractère que j'étudie. Alors, à quoi ça sert cette formule-là et comment on peut utiliser le fait qu'on est sûr à 95% que si je prends un échantillon de taille n, la fréquence d'apparition de mon caractère que j'étudie est à l'intérieur de cet intervalle. Je donne juste un exemple et puis je n'irai pas plus loin. Je ne vais pas parler d'intervalle de confiance. Vous pourrez regarder ça dans un chapitre ou un cours, ça pose pas de problème. Ce que je voulais vous montrer pour finir, c'est ce qu'on appelle le fameux test d'hypothèse. Le test d'hypothèse, c'est lorsque l'on ne connaît pas la proportion P de la population. Par exemple, j'ai une production de composants électroniques, je sais que certains sont défectueux à la sortie d'usine, mais je ne connais pas la proportion. Autre situation, je suis maire d'une ville et je veux fabriquer un stade, construire un stade, mais je ne connais pas la proportion de gens favorables à ces travaux-là, dans la ville. Autre situation, il va y avoir des élections et je ne connais pas le nombre de gens qui sont favorables à telle ou telle personne pendant mes élections municipales dans la ville. Je ne connais pas la proportion P de la population qui satisfait un certain critère. Pour faire un test d'hypothèse, il faut que quelqu'un émette une hypothèse pour la valeur de P. On suppose que, je vais supposer que 40% de gens sont satisfaits de mon stade. Je vais supposer que 60% des gens veulent voter pour Madame X ou pour Monsieur Y, etc., etc. Comment vérifier que cette valeur de P est correcte? Eh bien, si cette valeur de P est correcte, et si je fais un échantillon de la population de 100, 200 ou 300 personnes de taille n, eh bien, normalement, la fréquence d'apparition de gens de la proportion P, c'est-à-dire de gens qui satisfont le critère que j'ai étudié, doit tomber dans cet intervalle-là, à 95%. 95% de chances que ça tombe dans cet intervalle-là. Par exemple, je vais supposer que 40% de gens veulent voter pour moi aux prochaines municipales, et je veux vérifier cette allégation. Eh bien, je vais prendre un échantillon de taille n, par exemple, je vais prendre un échantillon de taille 500 personnes, je vais supposer que P vaut 40%, soit 0,4, et je vais calculer l'intervalle de fluctuation. Sur les 500 personnes interrogées, je vais relever la fréquence de gens qui veulent voter pour moi. Si la fréquence de gens qui votent pour moi est à l'intérieur de cet intervalle, ça veut dire que ma valeur de P, eh bien, elle est plausible. Par contre, si la fréquence de gens qui veulent voter pour moi n'est pas à l'intérieur de cet intervalle, ça veut dire que l'hypothèse de la valeur de P que j'ai émise est a priori fausse. Donc plus généralement, et puis après on fait un exemple et après je vous laisse, plus généralement, on suppose la valeur annoncée de P exacte. Quelqu'un va émettre une hypothèse. Monsieur le maire dit « Je vous assure que 60% des gens sont favorables à la construction du stade. » Ok, un institut indépendant effectue un échantillon de taille n personnes dans cette population,
et calcule la fréquence de gens qui sont d'accord avec ce stade. Ensuite, on calcule l'intervalle de fluctuation. Normalement, si monsieur le maire a raison, la fréquence de mon échantillon de taille n doit tomber dans cette espèce d'intervalle calculé à partir de P, la valeur supposée vraie de mon critère, soit en l'occurrence 60% dans mon exemple. Je calcule l'intervalle. Si la fréquence est dedans, je ne peux pas rejeter l'hypothèse que la valeur de P est bien 60%. Par contre, si la fréquence n'est pas dans l'échantillonnage, si la fréquence n'est pas dans l'intervalle, alors il y a plusieurs raisons possibles. Soit la valeur de P est fausse, soit, je rappelle qu'il n'y a que 95% des échantillons qui sont là-dedans. Soit j'ai pas de bol, et l'échantillon que j'ai pris fait partie des 5% qui arrivent. Il arrive que certains échantillons ont une fréquence à l'extérieur de cet intervalle. Si j'ai pas de bol à ce moment-là, j'ai quand même 95% de chance que la valeur de P soit fausse. Donc on va accepter de dire que si la fréquence n'est pas dans l'intervalle, c'est la valeur de P qui est fausse, au risque de se planter de 5%. On rejette l'hypothèse sur la valeur de P au seuil de 95%. L'exemple ici sous vos yeux pour le calcul, une société... Alors voilà, ça c'est un exemple concret qui est utilisé de manière contractuelle en industrie. Une société fabriquant des composants électroniques assure à ses clients, dans ses contrats, c'est contractuel, assure sur ses contrats de vente que moins de 4% de ses composants sont défectueux. Le client dit « Ok, moi je veux bien vous faire une commande de 5000 pièces, mais il va falloir quand même des garanties, parce que si jamais sur ces 5000 pièces il y a un taux très élevé de pièces défectueuses, il faut que je rende le truc, il faut que je rende votre commande. » Oui, mais le vendeur il dit « Allez-y, testez les 5000 pièces. » Oui, mais le client il dit « Vous êtes gentil, moi j'ai pas le temps de tester les 5000 pièces. » Alors le vendeur dit « Ok, on va faire un deal. Sur les 5000 pièces que vous allez recevoir, vous allez faire un échantillon, par exemple de 500 pièces, c'est décidé de manière contractuelle, et sur ces 500 pièces, si la fréquence de pièces défectueuses que vous allez tester est en dehors de l'intervalle de fluctuation, je reprends ma commande. Ok, alors c'est ce qui se passe. Le client reçoit ces 5000 pièces, il suppose que l'affirmation du vendeur est vraie, c'est-à-dire que la proportion de pièces défectueuses est de 4%, soit P égale 0,04, sur toute la production. De sa commande, il va prélever un échantillon de 500 pièces. Il va tester ces 500 pièces. C'est quand même du boulot, il va pas tester les 5000 pièces parce qu'il n'a pas le temps, mais il va quand même en tester 500. Sur ces 500 pièces, il découvre que 27 pièces sont défectueuses. Alors on pourrait dire, oui, c'est trop parce que 4% de 500 pièces, ça me fait 20 pièces. Alors là, j'en ai 27. Et là, le vendeur dit, mais attendez, il y a une fluctuation d'un échantillon à un autre, de 500 pièces à un autre échantillon de 500 pièces, ça peut varier autour de 20. Il peut y en avoir moins, il peut y en avoir plus, mais ça restera normalement dans cet intervalle de fluctuation. Ok, dit l'acheteur, dit le client, alors moi je calcule l'intervalle de fluctuation selon l'hypothèse que P est égal à 0,04. N, la taille de son échantillon, c'est 500. Il calcule l'intervalle de fluctuation avec cette formule imbuvable, et il obtient le résultat suivant. Il manque un 0 ici, excusez-moi, on est à 23. L'intervalle 0,023, 0,057. Ça veut dire que si le vendeur a raison, un échantillon de 500 pièces a 95% de chance d'avoir un taux de pièces défectueuses entre 2,3% et 5,7%. C'est autour de 4%, mais à cause de cette fluctuation d'échantillonnage, on doit accepter jusqu'à 5,7%. Alors, le client teste ses composants, il trouve 27 composants défectueux, il calcule la fréquence. 27 sur 500, ça fait une fréquence de 0,54. Or, ce 0,054 est à l'intérieur de l'intervalle de fluctuation. Par conséquent, ça reste dans les critères établis par le vendeur. Il ne rejette pas l'hypothèse de la valeur de P. On ne dit pas qu'il l'accepte, on dit simplement qu'on ne peut pas la rejeter. On n'a pas de preuve qu'il a tort. Par contre, si la fréquence n'est pas dans l'intervalle, on est sûr à 95%, il a des preuves à 95% que la valeur de P est fausse. F est dans l'intervalle, donc l'hypothèse P égale 0,04 ne peut pas être rejetée. On va simplement accepter la commande. Voilà comment on utilise un intervalle de fluctuation
au seuil de 95% lorsque quelqu'un affirme qu'un certain pourcentage de la population étudiée respecte certains critères. On fait des échantillons, on fait un test d'hypothèse pour savoir si la réalité colle à l'hypothèse de la valeur de la proportion P. Certains exercices que je vous ai donnés sur les feuilles de loi normale utilisent ce test d'hypothèse. Bon, ce sont des nouveautés du chapitre depuis 2013 et les sujets de bac en sont très friands. Malheureusement, vous n'aurez pas de sujet de bac. Vous pouvez regarder éventuellement par curiosité, je vous l'enverrai, tiens, ça sera rigolo. Certains vont repasser le bac en septembre, soit parce qu'ils ne l'ont pas eu, soit parce qu'ils ont eu des situations médicales qui n'ont pas pu valider leur année scolaire. Eh bien, dans les sujets qui vont tomber en septembre, vous pourrez regarder, probablement que dans ces sujets-là, vous verrez le sujet que vous auriez dû avoir au mois de juin. Voilà, bon bah écoutez, je pense qu'il y a 4 personnes qui m'ont, même pas 2, 3, s'il y a une personne qui m'a écouté jusqu'au bout, faites-moi signe, ça me ferait plaisir. En tout cas, moi j'ai ma conscience, j'ai fini en gros le programme que je voulais vous faire. On va rester avec Maceo par cœur. Je suis très heureux, je vous l'ai déjà redit, mais je le redis à tous les élèves qui ne m'écoutent pas. Je suis très heureux d'avoir travaillé avec vous cette année. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu clore l'année de manière un petit peu plus solennelle. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite vraiment de la réussite dans toutes vos études, à la hauteur de votre investissement et de vos compétences dans la matière en mathématiques, mais aussi par ailleurs. Je ne sais pas si on va se recroiser un jour. Là, il fait pas beau, mais je sais pas, si jamais vous faites un grand pique-nique dans le bois de Vincennes d'ici la fin de l'année et qui vous viendrait à l'idée d'inviter vos charmants professeurs, eh bien, ça serait fort sympathique. Sinon, bon courage, bonne route, bon vent comme on dit, et donnez des nouvelles pour savoir un peu comment vous en sortez. Et puis certains d'entre vous de toute façon sont pris au piège parce qu'on va continuer à les croiser dans les couloirs de Berthelot. Merci à tous, à vous les studios, et bon été et bonnes vacances à tous. Ah oui, un dernier truc, et ça je vais vous l'envoyer par écrit. Vérifiez bien le jour des résultats du bac, qui sont je crois le 7 juillet. Le jour des résultats du bac, vérifiez bien vos notes, si elles sont en cohérence avec les notes que vous avez eues au premier et deuxième trimestre. Et enfin, vérifiez bien les coefficients. Parce que là, ça a été un joyeux bazar pour l'instant pour les remettre. Normalement, il y a toute une commission d'harmonisation le 29 et 30 juin pour remettre tout ça à plat et vérifier que tout le monde a les bons coefficients. Mais je le dis particulièrement pour les spécialistes de mathématiques, vérifiez bien que vous avez une note de maths coefficient 7. Voilà. À tout bientôt ou à jamais, en tout cas, amusez-vous bien dans votre existence, c'est le plus important.